Nous allons maintenant évoquer la question des violences, mais du côté des policiers. La violence, elle frappe aussi les représentants des forces de l'ordre dans les manifestations ou dans l'exercice courant, dans l'exercice du quotidien, comme si un certain nombre de limites avaient sauté. C'est ce que nous explique maintenant Annie Bazard. Mathieu est policier en région parisienne depuis presque 20 ans. Il avoue ressentir avant chaque prise de fonction une certaine appréhension. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on arrête une voiture ou à chaque fois qu'on a affaire à une situation, ben on s'imagine le pire parce que aujourd'hui, pour quelques points sur le permis, quelqu'un peut redémarrer et nous écraser. Une crainte qui l'a plus particulièrement lors des manifestations sociales. C'est des gages, si vous faites un métier de merde, comment vos enfants peuvent vous regarder? Il faut beaucoup de sang-froid et beaucoup de maîtrise pour ne pas répondre. Et quand c'est la 30, 40, 50e fois de la journée, il se peut que des fois il y ait des gestes regrettables et malheureux. J'espère que ça va bien se passer. C'est quelque chose que je me dis à chaque fois que je vais sur une manif. Pour nous, aussi pour les manifestants. Mathieu a été blessé à plusieurs reprises et il a fini par porter plainte, classée sans suite. Ces derniers mois, de nombreuses violences policières ont été dénoncées et parallèlement, les plaintes déposées par les policiers pour agressions verbales et physiques ont augmenté. En 2018 et 2019, 38 519 plaintes sur personnes dépositaires de l'autorité publique ont été recensées, soit 10% de plus que sur les 2 précédentes années. Une violence physique qui ne touche pas seulement les policiers ou les gendarmes, mais aussi les magistrats, les pompiers, les surveillants de prison et plus récemment les contrôleurs de la SNCF qui dénoncent eux aussi une augmentation de ces agressions. Bonsoir Linda Kebab, vous êtes déléguée nationale du syndicat général de la police Force ouvrière. Je veux d'abord vous demander de revenir sur le 18 janvier. Un policier maîtrise un manifestant qui est au sol, qui crache du sang à son visage et qui se présente comme séropositif. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue? Et il a été placé sous trithérapie préventive par les services des urgences où il a été reçu. Le problème s'est posé par la suite puisque la personne a été interpellée pour violence volontaire. En fait, évidemment, la vidéo est tronquée. On ne peut pas faire une prise de sang. Enfin, je pose peut-être une question naïve. Une prise de sang au cracheur, si vous me passez l'expression, pour savoir si il est vraiment séropositif? À la condition qu'il l'accepte, ce qui n'est pas le cas. Donc je reviens juste à la genèse rapidement. Cette vidéo tronquée en fait, ne montre pas les gestes de la personne juste avant, qui en fait a sauté sur le dos d'un officier de police avec une bouteille de verre et l'a frappé très lourdement à la tête. Ils étaient 2 à agresser un policier gratuitement, très gratuitement. Ce plaisir là d'aller au contact des forces de l'ordre. Et en fait, à ce moment-là, des policiers l'ont arraché du dos du policier qui était victime. Il est tombé au sol à ce moment-là et il s'est mis à saigner. Le policier, donc on voit ensuite sur les images, s'est penché vers lui pour voir son état de santé. Donc très humainement, a levé sa visière et lui a demandé comment il allait. Et au moment où il parle, l'auteur lui crache au visage du sang. Il lui dit « J'ai le sida, tu vas crever ». Alors j'entends que des personnes reprochent aux policiers de ne pas s'être souvenus de ces cours de SVT de 4e quant à la transmission du VIH. Du virus, oui. Et j'entends aussi que les images puissent être choquantes, mais j'entends aussi qu'on puisse dire que le policier est un humain et qu'à ce moment-là, il a eu peut-être une réaction qui semble être épidermique, mais il est bien aussi de rappeler le contexte. Alors la personne a ensuite refusé les tests sanguins. Elle s'est enfuie une première fois de l'hôpital, où il avait été admis, donc permettant la levée de sa garde à vue. Il s'est enfui une première fois de l'hôpital. Il a été réinterpellé, très vindicatif, il a refusé la prise de sang. Et aujourd'hui, on a un collègue qui est en trithérapie préventive, donc décidé par des médecins, n'en déplaise certains médecins militants qui sont contre ce positionnement des urgences. Et donc on a un collègue aujourd'hui au fond du trou. Bon, alors, nous sommes veille de manifestation. Quel est l'état d'esprit dans la police là? On est à bout de souffle. Je dis nous sommes à bout de souffle, éreintés, totalement désespérés. Il y a la fatigue physique et il y a la fatigue morale. Fatigués ou désabusés ou... L'ensemble. En fait, il y a une fatigue physique. Elle est tout à fait... compréhensible. De toute façon, cette année-là qui vient de passer, et je dirais même les années depuis 2015 sont assez difficiles, mais il y a aussi un désespoir, une vraie fatigue psychologique et morale qui s'installe dans les rangs des forces de l'ordre, avec une espèce de déprime générale. La ressource est surutilisée? Il y a une surutilisation, mais il y a aussi évidemment
tout ce que l'on fait, d'un point de vue notamment médiatique, sur les réseaux sociaux, en gros, l'opinion publique et l'image que se fait, en tout cas des forces de l'ordre, tend quand même à déteindre sur le moral. Bah, c'est pas tout à fait certain. D'ailleurs, on a un sondage qui nous dit là, en substance, que, bon, en effet, 45% des Français considèrent que vous avez utilisé, que les policiers ont utilisé la violence, on fait usage un usage excessif de la force, pas de la violence, c'est de la force, là, en substance. Ça bouge très peu par rapport à l'année dernière. Ça signifie quand même qu'il y en a 55% qui pensent le contraire. Oui, mais ça veut dire qu'on baisse, parce qu'il y a encore un an et demi, avant le mouvement des Gilets jaunes, on était à 74% de confiance de la population. Non, mais on est en période de tension, vous devez en tenir compte. On en tient compte, il en demeure pas moins que ça reste quand même un cycle qui dure, avec plus d'un an et demi, et surtout, on a conscience que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Il y a plus d'un an, déjà, j'avais reproché à mon ministère de l'Intérieur et à la préfecture de police de manquer de pédagogie auprès de la population et de communication, et qu'on entrait, par idéologie, que certains entraient dans une guerre de l'image, qu'on a tous connu, que nous vivons tous, qui aujourd'hui fait de cas individuels, des fois décontextualisés, des généralités s'agissant de la police. Et ça a forcément des conséquences sur le moral des troupes, parce que les policiers sont très attachés à ce que pense de la population d'eux. Bien sûr, mais bon, demain, manifestation à Paris, dans de grandes villes en France, c'est l'intersyndicale, il y a un service d'ordre à la CGT. Est-ce que vous voyez des raisons de vous inquiéter ? Mais malheureusement, les manifestations aujourd'hui sont gangrénées. L'avantage d'avoir une organisation par des confédérations, quelle qu'elle soit, et même la CGT qui est très revendicatif, on a au moins des interlocuteurs. Ils sont toujours aussi efficaces sur le plan de la sécurité? Non, ils sont très vite débordés, hein, ils sont gangrénés. Alors il y a évidemment ceux qu'on appelle vulgairement les ultra-jaunes, même si je n'aime pas généraliser, mais en tout cas des personnes qui se sont radicalisées, qui ne font pas partie de la mouvance Black Bloc, qui ne sont pas forcément très politisées, mais qui viennent quand même en découdre avec les forces de l'ordre. Il y a évidemment les Black Blocs. Il y a des personnes aussi maintenant qui viennent exercer des violences, qui viennent au contact des forces de l'ordre, ce qui oblige aussi à changer la doctrine du maintien de l'ordre en France, qui a plutôt tendance à créer une distance entre les manifestants, en tout cas entre les émeutiers et les forces de l'ordre, avec l'utilisation des gaz. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et donc, du coup, on a des personnes qui viennent au contact, et c'est ce qu'on redoute, parce que même si on a, avec les organisateurs, des contacts réguliers tout le long, une forme de désescalade à la française, pour ceux qui adulent le modèle allemand, qui est très loin d'être parfait, malgré tout, on a des personnes à l'intérieur qui gangrènent les manifestations, et on peut craindre de gros débordements. Il faut impérativement que la préfecture de police fasse de la pédagogie auprès des populations, anticipe et puisse communiquer sur les violences qui pourraient être mais quelque chose a changé, là, il y a des digues qui ont sauté, on se dit aujourd'hui qu'il est possible finalement d'aller frapper un policier. Bien sûr, totalement, mais aujourd'hui, on est sur des prises de contact très régulières. Je vous parlais du cas là, en début de propos. Ouais. Et c'est des choses maintenant que l'on voit dans toutes les manifestations. C'est même très organisé, avec des attaques au contact des forces de l'ordre. C'est des stratégies, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire, c'est prévu. Il y a le lieu, l'unité de temps et d'espace, si je puis dire. On va prendre des unités qui sont isolées, qui sont en contact de la foule, qui ne devraient pas l'être. Et ça, c'est un problème du préfet de police et de sa gestion du maintien de l'ordre, qui va mettre notamment au contact de la foule des effectifs de la préfecture de police, comme les Braves, les BAC, tout le monde en a entendu parler, qui n'ont rien à faire en premier cordon auprès de la foule. Là où il faut des CRS et des gendarmes mobiles. Et donc, on va avoir des personnes très malines qui vont aller au contact des forces de l'ordre, qui vont les agresser. On a vu le cas du début de ce propos. Et avec des smartphones prêts à filmer la réaction des forces de l'ordre. Vous vous sentez soutenu, non, par votre hiérarchie? Non, enfin, on ne se sent pas soutenu parce que nous ne sommes pas soutenus. Il y a les propos de M. Castaner qui nous ont outrés il y a quelques jours au moment de ses vœux aux forces de l'ordre. Les vœux aux forces de l'ordre, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est ce qu'on souhaite à ces agents. Ce jour-là, il y a 2 personnes qui se sont suicidées dans nos rangs. Il y a un agent de police qui a été tué dans l'indifférence quasi générale dans le cadre d'une opération de police. Et puis le lendemain, le président de la République qui a remis le couvert. Et évidemment, il y a cette défiance parce qu'on se rend compte qu'une nouvelle fois, le politique utilise les forces de l'ordre. Je voudrais tout de même vous faire entendre 3 voix. 3 voix qui sont les voix de l'exécutif, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui dit, vous allez le commenter ensuite, soutien et confiance aux policiers. Chaque journée est sensible quand on est policier. Chacune exige la même concentration, la même rigueur, la même exemplarité. Les forces de l'ordre qui sont au service de l'ordre public et du respect de la loi, il importe d'exiger le respect de toute la déontologie et de l'exemplarité. Il faut donc à la fois dire à ceux qui sont les dépositaires de cette autorité notre confiance, notre solidarité et en même temps, dans le même temps, notre exigence absolue. Bon, c'est clair pourtant, non? Vous savez, quand on a ce genre de discours,
on ne parle pas des vrais problèmes des Français. Et quand on parle des forces de l'ordre, alors qu'on est un élu de la nation, parce qu'il y a des dizaines, ou voire même des centaines, si vous voulez, de cas qui sont ramenés sur les réseaux sociaux, au point d'en faire une généralité, un amalgame. Le gouvernement n'est pas 250 000 responsable des réseaux sociaux. Non, mais par contre, le gouvernement... Vous lui faites crédit de ne pas organiser. Mais le gouvernement est en revanche responsable de prendre de la hauteur et de se dire est-ce que finalement les dizaines de cas qui sont rapportés sur les réseaux sociaux sont la représentation et la généralité de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Non. Le problème, c'est que ce discours amalgame, tend à amalgamer. Non, mais je comprends. Est-ce que vos collègues ont tous conscience qu'aujourd'hui, rien ne se perd? Il y a en effet, comme vous l'avez décrit, un téléphone portable un peu partout. On peut se croire isolé, on ne l'est pas exactement. Est-ce que tout le monde a parfaitement conscience que nous sommes dans une époque où finalement la société est une société de verre? Tout se voit, tout ce qui est à l'intérieur se voit. Oui, mais on en a conscience. On a surtout conscience que nous sommes les seuls à être autant vus. Il n'y a pas d'autre profession dans la fonction publique, pas même dans le monde politique, qui est autant vue que la nôtre. Il ne faut pas oublier au bout qu'on a des humains. On a des personnes qui sont à bout. Et quand on vous dégaine un smartphone à 20 cm de votre visage en vous disant qu'on a le droit, alors qu'on est en train d'entraver une opération de police, et qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'après il y a une réaction, notamment une interpellation, souvent parce qu'il y a des outrages également qui les accompagnent, on entend ensuite une partie de l'opinion publique qui s'offusque. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'au final, le problème de la nation, les problèmes des Français, les problèmes des concitoyens qui étaient initialement des problèmes sociaux et économiques, deviennent aujourd'hui les problèmes des policiers. Mais l'opinion est naïve, selon vous? Il y a une forme de naïveté? Je pense que de toute façon, si des sondages sont faits, c'est parce qu'on est en mesure de manipuler l'opinion publique. Moi, je ne suis pas un élu, je ne suis pas un politique. Je n'ai pas de langue de bois. Je suis pas là. Ça s'entend. Je ne fais pas de communication. Oui. Je suis un simple flic et je dis clairement ce que j'observe, ce que je vois en tant que représentant des forces de l'ordre. Et oui, clairement, on s'amuse avec l'opinion publique. On sait très bien que les sondages, c'est important et surtout à quelques semaines d'une échéance municipale. Alors on s'offre un répit médiatique et sur qui on pose le problème cette fois-ci? Sur les forces de l'ordre. C'est le bouc émissaire du moment. Est-ce que vous avez été formé à des situations de guérilla urbaine, puisque les images qu'on voit assez régulièrement montrent en effet, comme vous le décrivez, que ce sont des attaques planifiées, intelligentes, si je puis dire, au mauvais sens du terme, avec des moyens, avec une finalité. Est-ce que vous savez répondre à ces situations-là? On sait répondre à des situations de violence urbaine, mais plutôt dans les quartiers avec des configurations urbaines bien particulières. C'est plus compliqué à Paris, où il y a toujours une gestion type maintien de l'ordre, c'est-à-dire cette gestion des CRS et des gendarmes mobiles. Avoir des violences urbaines sur la capitale, avec la configuration de la capitale, c'est assez inédit. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas connu, et les policiers aujourd'hui actifs n'ont jamais connu cela, sachant que le maintien de l'ordre à Paris est très politique. C'est-à-dire que sa gestion, son parcours, le déploiement des forces de l'ordre est très politique. Donc forcément, c'est très compliqué. Et c'est aussi ce que doit intégrer la nouvelle doctrine. C'était ma question, c'était la question qui suivait. Est-ce qu'on vous dit très clairement, il y a une limite à ne pas dépasser? Mais de toute manière, la limite, c'est l'intégrité physique des manifestants. C'est ça notre objectif quand on fait du maintien de l'ordre. Quand on utilise du gaz lacrymogène, c'est pour empêcher le contact avec les personnes qui sont violentes, qui prennent souvent les manifestants en bouclier humain. Alors oui, je comprends que le gaz lacrymogène est très désagréable, très incommodant, je sais ce que c'est. Néanmoins, c'est aussi dans notre doctrine du maintien de l'ordre de maintenir une distance pour empêcher justement ce contact. Sauf que ce contact aujourd'hui, les Black Blocs, les personnes rompues à la violence, viennent finalement... au contact des forces de l'ordre et ils l'adoptent totalement comme une stratégie de violence. Donc la doctrine aujourd'hui, elle est un petit peu dépassée dans ce cas-là. Le préfet de police aussi peut se retrouver dépassé, évidemment, et ça s'est vu les semaines qui sont passées. Mais le problème, c'est le déploiement des forces de l'ordre. Comment est-ce qu'on peut imaginer que les agents de la préfecture de police qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre puissent aujourd'hui contenir des manifestants alors qu'on a des unités de force mobiles qui restent en deuxième cordon? Justement, est-ce que les recrutements dans la police... Le gouvernement nous annonce qu'il y a des recrutements dans la police, c'est vrai? En réalité, ils sont totalement insuffisants, parce qu'on nous parle de 10 000 policiers sur le quinquennat. Même insuffisants. Bon, il y a donc un certain nombre de recrutements. Il faut combien de temps? Non, en réalité, c'est un peu de la poudre aux yeux. Allez-y, expliquez-moi. On nous parle de 10 000 policiers sur le quinquennat. Ce n'est pas 10 000 policiers. En tout cas, pas 10 000 policiers en tenue sur la voie publique. C'est 10 000 agents du corps de la police. Du corps de la police. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose. Évidemment, il faut des administratifs. Évidemment, il faut des agents techniques et scientifiques. Évidemment, il faut des adjoints de sécurité
Vous savez, ce sont les emplois jeunes de la police aujourd'hui qui sont payés à coups de lance-pierre, pour dire les choses très vulgairement. Mais eux ne peuvent pas maintenir l'ordre, ils ne sont pas formés. Non, ils ne sont pas formés à ça, et d'autant plus qu'ils doivent être accompagnés toujours au moins d'un titulaire. Au final, et puis il faut aussi des commissaires, des officiers, donc ce n'est pas forcément des agents qu'on va voir sur la voie publique, des gardiens de la paix. Évidemment qu'il faut des commissaires et des officiers, puisque le métier est hiérarchisé, et heureusement qu'il l'est. Néanmoins, quand on nous dit qu'il y aura 10 000 policiers sous les yeux des concitoyens au bout de 5 ans, c'est faux, parce qu'en plus, il faut prendre en compte les départs en retraite, mais surtout quelque chose d'assez inédit. C'est une observation qui est très sociologique dans la police, c'est les départs, les démissions qui vont en augmentation. On quitte la police aujourd'hui. Oui, bien sûr. Les policiers en ont ras-le-bol, c'est ça, ils ne sont pas à l'âge de la retraite. Bien sûr, il y a de plus en plus de démissions, il y a des reconversions professionnelles, et puis il y a les révocations. On dit que la police est impunie, c'est faux. Moi, j'ai envie de dire aux gens, plus de 90% des sanctions dans la fonction publique sont orientées vers les policiers nationaux, non pas qu'ils commettent plus de fautes, mais parce qu'on est impitoyable. Et je le comprends avec eux. Il faut savoir que 98% des révocations se font parce que c'est soumis à un vote paritaire entre l'administration et les représentants du personnel, se font quasiment à l'unanimité. C'est parce qu'on a conscience, en effet, qu'il faut empêcher que des brebis galeuses viennent dénaturer et nuire à l'image de la police nationale. Néanmoins, aujourd'hui, tout cela cumulé fait qu'il n'y aura pas 10 000 policiers dans les rues pour protéger nos concitoyens. Je voudrais vous entendre sur le parcours de demain. Qu'est-ce que ça vous inspire On termine, comme on l'a dit, place de la Concorde. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier? Alors, une des hypothèses que j'ai imaginées, je la partage avec vous. J'ai noté que à la dernière grande manifestation, je crois que celle se terminait place de la Nation. La place de la Nation est limitée. C'est un espace géographique limité. Et on a vu des manifestants qui refluaient. C'est-à-dire que la tête du cortège arrivait, et puis, comme il y avait beaucoup de monde, les autres refluaient. Est-ce que c'est pour éviter ce type de situation qu'on a choisi un espace très large? Alors, il y a évidemment l'espace qu'offre la place de la Concorde, avec des grandes avenues, notamment les Champs-Élysées à deux pas. Alors, on peut s'interroger parce que les institutions sont les Champs-Élysées seront-ils fermés, d'ailleurs? Alors, pardon, parce qu'on les a interdits aux manifestants pendant des week-ends et des week-ends. On a cette manifestation qui va se terminer place de la Concorde. C'est l'accès aux Champs-Élysées, c'est l'accès direct. Alors, logiquement, les Champs-Élysées ne sont pas supposés être fermés. Est-ce que la première tranche, celle en tout cas qui donne accès sur la Concorde, le serait? Pour le moment, je n'ai pas l'information. Ce qui nous interroge en revanche, c'est à deux pas des institutions. On sait qu'il reste malgré tout un risque. Il y a l'Élysée, l'Assemblée nationale. Il y a notre ministère également. Il y a le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas très très loin, qui est un petit peu plus loin que l'Élysée. Et puis, il y a aussi des établissements de luxe, des commerces qui peuvent apparaître ou qui sont apparus au cours des mouvements sociaux comme des cibles. On n'est pas très loin de Saint-Honoré, qui est présenté comme une des avenues les plus luxueuses, la rue de la Paix, Saint-Honoré, etc. Est-ce que c'est quand même pas un risque considérable, hein? Alors, juger de la pertinence d'un parcours au regard de la richesse d'un quartier, c'est pas très démocratique. On ne doit pas le prendre comme étant un critère. C'est juste une observation. Voilà. En revanche, il y a une chose qui est importante, c'est d'abord le parcours est proposé par les manifestants. Ensuite, la préfecture juge si oui ou non il y a un risque. Je pense de mon point de vue, je ne dis pas que demain tout se passera bien, je pense de mon point de vue que c'est moins risqué d'aller place de la Concorde où même le mobilier urbain est plutôt limité que place d'Italie comme il y a quelques semaines. Après, il reste à voir comment est-ce que demain ça va se dérouler. C'est pas tant l'endroit où se termine la manifestation, c'est la façon dont ça va se disperser. Est-ce que la proximité des avenues va permettre une dispersion, on va dire, plus sereine? Il faut l'espérer. Vous avez des échos sur ce qui peut se passer demain? Vous savez qu'en général, les informations circulent. C'est une journée décisive, présentée comme décisive par les organisations syndicales. Elles n'ont certainement pas intérêt, si je me place de leur point de vue en termes d'intérêt objectif, elles n'ont pas intérêt à ce que ça se passe mal. Elles n'ont pas intérêt à ce que ça se passe mal. Malgré tout, ça se passe très mal depuis quelque temps. Nous, on a une position qui est très ferme contre la réforme des retraites. Je vais vous en parler juste après. Pour vous, notamment, pour les policiers. Évidemment qu'on apporte notre soutien entier, notamment à la position de notre confédération qui est Force ouvrière. C'est une réforme de retraite, je ne vais pas digresser longtemps, mais qui nous semble injuste. Ceci dit, il n'y a pas d'intérêt à ce que ça se passe mal. Néanmoins, le retour que l'on a aussi, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'indifférence, pour ne pas dire le mépris de l'exécutif, nous démontre que malgré tout, enfin parfois malheureusement, il faut passer par la violence pour être entendu. Nous, c'est quelque chose que l'on rejette. Moi, je suis républicaine. On a eu près de 30 000 policiers qui ont manifesté début octobre, très pacifiquement.
pas un abribus cassé. Tout s'est très bien passé. Néanmoins, il y a eu des invectives de la part de personnes qui sont venues nous insulter, nous menacer, etc. Mais bon, mis à part ça, tout s'est bien passé. Et le soir, rien. Et depuis, rien. Alors, j'en viens précisément à la réforme des retraites. Vous êtes concerné aussi. Vous bénéficiez par le passé d'un dispositif qui manifestement est reconduit. C'est le dispositif qui s'applique à la police d'active, notamment 5 années cotisées, une offerte. C'est bien ça? Le 5+1. Ce dispositif est maintenu. Pourquoi une hostilité à cette réforme qui finalement préserve votre statut particulier? Il ne le préserve pas entièrement parce qu'il sort du dispositif tous ceux nés après 85. On a des fonctionnaires de police qui sont là depuis de nombreuses années. 85, c'était il y a déjà très longtemps. On ne parle pas de nouveaux entrants. Et on a des personnes aujourd'hui qui sont exclues de ce dispositif. C'est totalement injuste. Il faut savoir que dans la foulée, M. Castaner a assuré aux gendarmes la clause du grand-père. Et donc, du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a cette dissociation entre les forces. C'est-à-dire que on divise les Français entre eux, on divise les générations entre eux, et on divise deux forces de sécurité intérieure entre elles. Deux forces, sachant que la police gère quand même 75% de la délinquance en France. Elle est souvent montrée du doigt, mais elle s'occupe des 3/4 des faits en France. Et malgré tout, on la rejette, on la dénie. Est-ce que c'est sa représentation aussi directoriale qui est en jeu? Bon, mais où en sont vos discussions aujourd'hui avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce que ce qu'ont obtenu les gendarmes, vous ne pourriez pas vous-même l'obtenir? Est-ce qu'elle change fondamentalement quelque chose, cette réforme, pour vous? Bien sûr qu'elle change fondamentalement quelque chose. Vous savez, c'est pas un cadeau, cette bonification. L'âge de départ, mais évidemment, l'âge pivot aura forcément, si elle est maintenue, aura forcément une incidence. Sauf si la pénibilité est négociée et elle vous est favorable. Alors nous, c'est pas la pénibilité qui entre en jeu, c'est la dangerosité de notre métier. Ce qu'il y a, c'est qu'au début des négociations, le ministre de l'Intérieur parlait de dissocier les policiers entre eux. Il faut savoir qu'un policier sur une même carrière n'occupe jamais le même poste. Oui, c'est ça, il faut l'expliquer. On est très mobile. Ouais, c'est ça. On vous a avancé l'argument qu'il y avait des policiers d'actifs, c'est ça, qui étaient engagés sur le terrain. Et des policiers de bureau. Ceux qui font le back-office, enfin les policiers de circulaire, pour reprendre une formule. Et c'est faux, et là, on fait pas vous ça toute sa avez carrière. obtenu que le corps de la police soit traité de façon homogène, c'est bien ça. Alors il faut savoir aussi, et d'ailleurs ils sont en train de manifester en ce moment, c'est qu'on a le personnel administratif, technique et scientifique, vous savez, c'est ces personnes aussi qui viennent prélever des empreintes sur le lieu de crime, qui sont aussi donc du coup des cibles quand ils vont sur la voie publique, mais on a aussi des administratifs qui sont des cibles dans leur vie privée parce que pour la population ils sont considérés comme policiers. Je voudrais bien juste rappeler le drame de Magnanville, où une administrative a été tuée parce que considérée comme policière. Et nous, on aimerait, parce qu'on a cette fonction d'être un corps, de dire que personne ne doit être exclu, pas même une jeune génération. C'est le principe de la police nationale. Il faut être un policier pour comprendre ça. Nous sommes une grande famille. Et il est compréhensible aujourd'hui que nous-mêmes, qui pourtant sommes supposés être sauvés, nous battons pour les plus jeunes. Bon, merci beaucoup Linda Kebab. Vous parlez cash, mais j'ai envie de vous dire que vous honorez malgré tout le corps de la police. Merci à vous. Merci d'être venu dans le périscope de l'actualité. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.